Donc, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir le Dr Alex Carignan, médecin et professeur ici à la Faculté de médecine et des sciences de la santé au département de microbiologie et infectiologie. Et Alex est avec nous aujourd'hui pour répondre à des questions sur la vaccination. Alors, comme vous le savez, hein, la Faculté de médecine et des sciences de la santé cherche vraiment à s'impliquer dans les dossiers sociétaux, à parler de science un peu davantage. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir des questions dans la dernière semaine. On a retenu celles qui revenaient le plus fréquemment. On n'a pas pu tous les garder, mais donc on a préparé une belle série de questions pour Dr Carignan. Alors, je vous propose qu'on commence immédiatement. Alors, Alex, on commence ça de façon assez simple. Que contiennent les vaccins contre la COVID? En fait, actuellement, il y a différents types de vaccins. Les vaccins les plus fréquemment utilisés au Québec, au Canada, on parle des vaccins, les fameux vaccins ARN. Donc, en fait, les vaccins à base d'ARN messager vont contenir de l'ARN messager qui, lui, en fait, va être utilisé par nos cellules pour fabriquer une protéine qui, elle, va amener une réponse immunitaire chez les gens qui le reçoivent. Dans ces vaccins-là, il y a aussi des molécules lipidiques qui aident l'entrée de l'ARN dans la cellule et il y a aussi différents types de stabilisants. Mais le vaccin ne contient pas de puce 5G. Super. Est-ce que c'est possible pour ces vaccins-là, par mégarde, par effet secondaire, de venir modifier notre matériel génétique? Non, on entend souvent cette information-là, mais en fait, c'est tout à fait faux. L'ARN messager n'a pas la capacité d'entrer à l'intérieur du noyau. Elle est utilisée, en fait, par nos cellules, mais lorsqu'elle est utilisée, elle est aussi très, très rapidement dégradée quelques heures à quelques jours au maximum. Donc, en fait, il n'y a pas de trace du vaccin, de l'ARN qui va demeurer à l'intérieur de nous et de nos cellules. Parfait. Une des questions qui revenait assez fréquemment, c'était aussi la question selon laquelle les gens se demandent comment ça se fait qu'on a pu développer ces vaccins-là aussi rapidement. Est-ce que des normes de sécurité ont été abaissées par les gouvernements pour permettre leur mise en marché? C'est une bonne question. Pas du tout. En fait, les mêmes normes en fait, de sécurité et toutes les étapes nécessaires à l'approbation des vaccins ont été suivies, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Par contre, ces étapes-là ont été évidemment accélérées, en ce sens que tous nos efforts, en fait, étaient mis sur la COVID au cours des dernières années. Moi-même, en fait, je fais partie du Comité sur l'immunisation du Québec, puis on a, je dirais, pratiquement exclusivement parlé de COVID, en fait. Donc, tous nos efforts, tout a été priorisé en fonction de la COVID dernièrement. Il faut savoir aussi que les vaccins à base d'ARN messager, c'est une technologie qu'on utilisait de façon nouvelle à large échelle, mais qui avait déjà été utilisée dans d'autres protocoles, entre autres des vaccins pour le VIH, contre la malaria, des vaccins aussi en oncologie. Donc, c'est une technologie qui était déjà existante, qui était bien connue, et là, en fait, qui était, je vous dirais, prête à être utilisée à plus grande échelle. Super. Beaucoup de gens aussi se demandaient si les vaccins qu'on a reçus dans la dernière année, est-ce que ça va nous protéger contre les nouveaux variants qui risquent probablement d'arriver dans les prochains mois? Bien, jusqu'ici, la bonne nouvelle, je vous dirais, c'est que les vaccins résistent très, très bien à tous les variants, incluant le fameux variant Delta qui est maintenant bien présent dans nos populations. Il y a des données qui nous montrent, en fait, dans les études cliniques initiales, on parlait d'une efficacité pour prévenir la maladie avec symptômes de 94-95 %. Et avec le variant Delta, on conserve une efficacité dans la population autour de 90 %. Donc, c'est excellent. Par contre, est-ce que ça va toujours être le cas? Je pense qu'on doit suivre la situation de près. Parfois, il y a des variants qui semblent émerger, qui sont plus préoccupants, mais pour l'instant, en fait, on maintient une bonne efficacité contre tous les variants existants. Super. Beaucoup de gens aussi nous demandaient, est-ce qu'il y a des contre-indications à se faire vacciner? On a entendu parler dans différents forums ou dans les différents médias. Donc, effectivement, est-ce qu'il existe des contre-indications qui empêcheraient quelqu'un de se faire vacciner? Il y en a. Elles sont quand même plutôt rares, sont peu nombreuses. En fait, les gens qui ont fait une allergie sévère suite à une première dose de vaccin ou qui ont déjà fait dans le passé des allergies sévères à une des composantes du vaccin. Il y a aussi les gens qui ont fait des effets secondaires graves. Malheureusement, on a entendu certaines personnes parler qui ont fait, entre autres, la problématique des thromboses avec baisse des plaquettes qu'on a pu voir avec le vaccin AstraZeneca, qui était très rare, mais malheureusement, on a eu quelques cas au Québec. Donc, les gens qui ont fait une de ces complications-là suite à une première dose peuvent avoir une exemption pour la deuxième dose.
Il y a aussi la problématique des myocardites, qu'on peut voir occasionnellement chez entre autres, les plus jeunes hommes. Ça demeure quand même rare. Généralement, il y a une récupération complète, mais quand même, ça peut être une contre-indication à recevoir une deuxième dose. Il faut savoir qu'il y a un protocole qui est très, très bien établi. Lorsque les gens ont une de ces contre-indications-là, il y a un formulaire qui peut être rempli. Les gens peuvent obtenir quand même leur passeport vaccinal au Québec, même s'ils n'ont pas eu les 2 doses nécessaires, s'ils ont une contre-indication qui est bien reconnue. Super. Et justement, quand, par exemple, on nous demandait est-ce que je peux recevoir ou est-ce que c'est sécuritaire de recevoir un vaccin contre la COVID lorsqu'on est enceinte? Oui, en fait, c'est même recommandé. Il y a des données qui nous montrent que les femmes enceintes qui font la COVID peuvent avoir davantage de complications. Il y a aussi des données qui nous montrent que les femmes enceintes avec la COVID ont davantage de travail préterme, davantage d'avortements. Donc, dans ce contexte-là, en fait, c'est recommandé. Il n'y a pas aussi d'inquiétude pour l'instant par rapport au fait qu'on pourrait, par exemple, avoir des malformations congénitales. Ça n'a pas été associé, même si là, ça commence à avoir été, disons, il n'y avait pas de raison biologique de penser ça. Maintenant, il y a une accumulation de données qui nous montrent que c'est sécuritaire. Une grande étude aussi qui a paru récemment qui nous montre que les femmes enceintes qui reçoivent le vaccin n'ont pas davantage de complications obstétricales par rapport aux femmes qui ne le recevraient pas. Donc, moi, j'encouragerais fortement, disons, les gens dans mon entourage, s'il y avait des femmes enceintes, à recevoir le vaccin. Un autre avantage, peut-être en terminant, bon, pour l'instant, il n'y a pas de données là-dessus, mais on sait que les femmes qui sont vaccinées peuvent passer des anticorps à leur fœtus. Donc, parfois, les nouveau-nés peuvent être à risque de complications. Donc, c'est une façon de protéger indirectement, possiblement, le bébé. Bon point. Justement, on a commencé là, à parler un peu d'effets secondaires. Donc, beaucoup de questions là-dessus aussi. Donc, on comprend qu'il y a des effets secondaires plus classiques. Il y en a des plus rares. On a parlé de thrombose, par exemple. Est-ce que c'est possible d'avoir des effets à long terme qu'on ne connaîtrait pas? On a entendu beaucoup parler, par exemple, d'infertilité. Donc, est-ce que ces vaccins-là, dans 5-10 ans, peuvent avoir des impacts à ces niveaux-là? Bien, il y a plusieurs façons d'aborder cette question-là. D'abord, si on regarde les vaccins en général, il n'y a jamais aucun vaccin qui a démontré d'effets à long terme. Les vaccins, les effets secondaires qui sont associés à la vaccination, on les retrouve toujours dans une fenêtre, je dirais, maximale de 42 jours suivant la vaccination. C'est la biologie de la réponse immunitaire qui amène cet élément-là. Au niveau de la fertilité, on commence à avoir des données. Il n'y a pas d'impact au niveau, disons, de la fertilité qui a été documenté. Pour l'instant, il n'y a pas non plus, c'est ça, de préoccupation par rapport, par exemple, une augmentation du risque de cancer à long terme ou de ce genre de choses-là. Évidemment, on a des programmes de surveillance. Il n'y a pas de raison de le croire, mais je pense que c'est important quand même qu'on fasse le suivi. Puis je dis souvent, lorsqu'on parle de vaccination, l'efficacité, la sécurité, c'est tout aussi important que l'efficacité. Puis quand on regarde, encore une fois, au Québec, ce dans quoi je suis impliqué, au Comité sur l'immunisation du Québec, on passe autant de temps à regarder l'efficacité des vaccins que aussi faire le suivi à partir de grands registres, de grandes banques de données des effets secondaires qui surviennent. Donc, par exemple, les effets secondaires de thrombose, dont on pourra peut-être reparler, ça avait été très bien détecté au Québec. On a la capacité de détecter même des événements plus rares, mais graves, qui pourraient survenir dans la population. Il y a toujours la possibilité aussi de comparer avec des groupes contrôle, des gens qui n'ont pas eu la vaccination. Est-ce qu'un problème survient de façon plus fréquente chez les gens qui ont reçu le vaccin versus des gens qui ne l'ont pas reçu? Donc, je pense que c'est important de maintenir le suivi, mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude majeure au niveau scientifique. Justement, puisque tu en parles, les thromboses, ça a été très médiatisé, très spectaculaire. Malheureusement, des personnes en petit nombre quand même, et des gens en sont décédés. Comment on explique ça scientifiquement? Comment ça se fait que le fait de vacciner quelqu'un peut avoir, aussi rare que ce soit, comment ça se fait que ça peut avoir des impacts aussi graves? Bien, malheureusement, c'est ça. Chez certaines personnes, parfois c'est compris, parfois on commence à mieux comprendre, disons, les raisons biologiques qui expliquent pourquoi certaines personnes, parfois c'est des prédispositions au niveau génétique, peuvent faire ce type de complications-là. Quand on regarde le cas des thromboses, en fait, on parle, tout
tout dépendant du type de population, peut-être de 1 sur 50 à 1 sur 100 000 personnes. Évidemment, quand ça tombe sur quelqu'un dans notre entourage, c'est toujours préoccupant. La majorité des gens ont bien répondu, mais malheureusement, même au Québec, il y a eu un décès, entre autres, lié à ça. Lorsqu'on regardait l'incidence de la maladie qui demeure quand même rare, il faut savoir aussi que les problèmes de thrombose surviennent avec la COVID. Puis quand on regarde la balance du risque-bénéfice, malgré ce petit risque-là, le bénéfice de la vaccination par rapport au risque est nettement plus important, sachant qu'avec la COVID, on peut faire des thromboses, on peut faire ce qu'on appelle des embolies pulmonaires, des caillots au niveau des poumons, des problèmes aussi d'ACV qui peuvent survenir suite à la COVID. Donc, c'est important de mettre le risque lié à la maladie, surtout alors qu'on se retrouve en plein milieu de la 4e vague, qui est quand même bien contrôlée jusqu'ici au Québec, mais lorsqu'il y a une grande circulation du virus, on va voir davantage de ces complications-là. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent bon, je prends plusieurs médicaments, comme toutes sortes de choses. Est-ce que la prise de médicaments peut avoir un impact négatif sur l'effet d'un vaccin? Il n'y a généralement pas d'interaction avec d'autres médicaments, sauf ce qu'on appelle les immunosuppresseurs. Donc, des gens qui prennent des médicaments qui vont diminuer le système immunitaire. Là, on va avoir une réponse qui est moindre du vaccin. Puis je vous dirais que c'était attendu, en ce sens que les gens qui ont ce type de médicaments-là ont une réponse globale de leur système immunitaire qui est moindre. C'est une des raisons, entre autres, pour laquelle maintenant il est recommandé les gens qui sont immunosupprimés de prendre une 3e dose. Il y a des études qui ont démontré que dans le contexte d'une immunosuppression, le fait de recevoir une 3e dose améliore significativement la réponse comparativement aux gens qui ont reçu uniquement 2 doses. C'est maintenant appliqué au Québec depuis quelques semaines. Mais de façon générale, les autres médicaments n'ont pas d'interaction avec les vaccins COVID. Parfait. Puisque tu ouvres la porte sur la 3e dose, on commence à en entendre parler aussi dans les médias. Est-ce que c'est quelque chose qui risque de nous arriver prochainement pour l'ensemble de la population ou est-ce qu'il y a des catégories spécifiques qui... Bien, pour l'instant, on se préoccupe davantage de certaines populations plus à risque, en fait. Principalement, on a parlé des patients immunosupprimés, mais les patients plus âgés qui vivent en communauté, entre autres en CHSLD, résidence pour personnes âgées. D'abord, au Québec, ce sont les gens qui ont reçu les doses en premier, donc chez qui la vaccination est le plus loin. Donc, il y a aussi des données dans d'autres pays qui montrent qu'au fil des mois, chez les patients plus âgés, plus vulnérables, il y a une perte, en fait, de l'efficacité au fil du temps. Et dans ce contexte-là, une 3e dose peut améliorer, peut restaurer la réponse. Donc, pour éviter des situations catastrophiques comme on l'a vécu lors de la première vague dans nos CHSLD, les résidences pour personnes âgées, des éclosions avec de nombreux décès, je pense que c'est tout à fait raisonnable d'envisager une 3e dose dans ce contexte-là. Il faut savoir, pour le reste de la population, l'efficacité de la vaccination est suivie en temps réel au Québec. Puis quand on regarde même d'autres personnes âgées qui vivent dans la communauté, pour l'instant, les données nous montrent que l'efficacité se maintient tout à fait. Il y a le point aussi qu'au Québec, initialement, les doses de vaccins, il y a eu un report de la 2e dose et il commence à y avoir des données qui nous montrent que le fait d'avoir reçu 2 doses plus espacées donne une meilleure réponse immunitaire qui pourrait être plus durable. Donc, c'est suivi en temps réel, on doit s'ajuster, mais pour l'instant, en fait, c'est principalement des populations vulnérables. Ça couvre peut-être 2 à 3 de la population totale. Donc, Alex, tu nous parlais des vaccins ARN, mais si je ne m'abuse, au début de la pandémie, avec des vaccins comme AstraZeneca, c'était plutôt des vaccins recombinants qu'on utilisait. Oui, ce qu'on appelle les vaccins à vecteurs viraux. Donc, on utilise un virus qui n'a pas la capacité de se répliquer pour administrer, en fait, la protéine à laquelle on veut monter une réponse immunitaire. Donc ça a été beaucoup utilisé. Maintenant, ça l'est moins, en fait. Bon, d'abord parce que les vecteurs viraux avaient peut-être une efficacité un peu moindre. Il y a aussi la problématique des thromboses qui ont été associées. Donc, pour cette raison-là, on s'est plus dirigé maintenant vers des vaccins de type ARN. Il y a aussi, en fait, d'autres vaccins en développement. Je pense que c'est quand même intéressant d'en parler, entre autres le vaccin de Medicago, qui est une compagnie québécoise qui développe un vaccin à base de plantes, donc une technologie qui est quand même innovante. Pour l'instant, on n'a pas eu les données sur les essais cliniques, mais ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce vaccin-là et qui pourrait aussi assurer, disons, une capacité de production
au Québec. On en a glissé un mot tantôt de la fameuse puce 5G. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, c'est correct. Parle-nous un peu de comment les vaccins sont testés, quel genre d'analyse on fait sur ces vaccins-là avant de commencer les injections dans la population? Bien, en fait, avant de débuter les injections, mais je vous dirais, tout au cours du processus, il y a une vérification de chacun des lots. Chaque nouveau lot qui arrive au Canada est vérifié par Santé Canada. Donc, lorsqu'on administre un vaccin, on a la certitude qu'il contient ce qu'il devrait contenir. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que peut contenir ce type de vaccin-là. Lors de la vérification par Santé Canada, on s'assure, entre autres, qu'il n'y aurait pas de puce ou autre matériel qui n'est pas décrit dans la composition du vaccin. Donc, écoutez, ça met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Un immense merci au professeur Carignan d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Merci aussi à vous d'avoir écouté. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée.